Et bienvenue Sandrine Rousseau, bonjour à vous. Bonjour. Merci d'être sur LCI, ancienne candidate à la primaire des Verts, aujourd'hui présidente du conseil politique du candidat élu Yannick Jadot. Un mot évidemment de la COP26, on est au retour de la clôture, pas de progrès majeur, mais il y a eu un accord et pourtant ça n'était pas joué, c'est féliciter la ministre Barbara Pompili en revenant de Glasgow hier, elle a raison. Ça aurait pu être pire. Ça aurait pu être pire. Mais en fait, ce qui s'est passé à la COP est grave. Vraiment grave. Parce que là, c'était une COP décisive sur un moment de bascule. Il nous fallait agir et il nous fallait agir de manière importante. Parce que nous avons 5 à 10 ans pour transformer nos sociétés, notre économie, notre modèle productif, pour faire en sorte qu'on évite le pire. Et on ne l'a pas évité là. Et on ne l'a pas évité notamment parce que l'Europe n'a pas été unie face à la Chine et à l'Inde. Et l'Europe n'a pas été unie notamment parce que la France a défendu le nucléaire contre vents et marées. Donc en fait, on a une forme de responsabilité importante dans ce qui s'est passé. Et par ailleurs, cette COP était un moment clé où il nous fallait avoir des engagements supplémentaires. Et il y a des pays qui sont allés en deçà des engagements qu'ils avaient pris en 2015 lors de la COP 21. En deçà. C'est-à-dire que là, c'est comme si on était dans un aveuglement, dans un déni de ce qui est en train de se passer. Alors, 200 pays dans le même bateau, alors que les situations énergétiques sont très différentes, c'est quand même une contrainte très lourde. C'est très compliqué. Bien sûr. Et la France toute seule, face à la Chine et l'Inde, par exemple, elle ne peut pas agir. Bien sûr, c'est pour ça que l'Europe doit agir. C'est pour ça que c'est l'Europe l'échelon le plus important. Et que là, l'Europe a été totalement désunie. Totalement désunie. Est-ce qu'il faudrait, parce qu'il n'y a pas d'ONU de l'écologie. Non. L'ONU, c'est une instance internationale qui peut décider de sanctions. Il en faudrait une. Il faudrait une organisation nationale. Moi, je pense qu'il faudrait une organisation internationale en charge des accords de Paris et en charge de leur application, en charge du contrôle et en charge aussi de pousser les États à faire plus que ce qu'ils souhaitent spontanément faire. Et là, la COP26, elle pose quand même une question qui est fondamentale, qui est « est-on capable ?» Est-on capable ? Et là, la réponse aujourd'hui est non. Ouais, donc vous êtes inquiète ? Oui, je suis inquiète et je pense que nous devrions tous l'être. Parce que les accords de Paris ne sont pas morts. Ils ont été, au contraire, des règles même ont été fixées enfin pour la mise en œuvre de l'accord de Paris. Les accords de Paris fixaient l'objectif de rester en deçà d'1,5 degré. Et là, les feuilles de route qui ont été transmises par les États font qu'on est à 2,4 degrés. Si on n'agit pas tout de suite, on n'arrivera pas à ces 1,5. Il faut comprendre qu'à 2 degrés, la situation bascule. Enfin, il faut vraiment comprendre que là, le niveau des mers, par exemple, augmente entre 50 cm et 3 mètres entre 2100 et 2300. Et 1 milliard de la population, 1 milliard de personnes vivent le long des côtes. Donc la déstabilisation géopolitique est majeure. Majeure. Mais un accord international est compliqué à obtenir pour les raisons qu'on a dites. Est-ce qu'il faudrait arrêter avec ces messes d'ailleurs, ces grands-messes ? Arrêtez non, parce que c'est des moments aussi de mobilisation, des moments de sensibilisation. Donc c'est quand même utile, oui. Parce que, par exemple, Greta Thunberg, elle a tweeté blablabla, sous-entendu, ça sert à rien. Donc... C'est un peu facile. C'est un peu facile de dire blablabla, alors que, encore une fois, au moins les pays ne se sont pas assis sur les accords de Paris. Ça aurait pu être le cas. Oui, ça aurait pu être pire. Et puis les États sont venus. Bon, même si certains chefs d'État manquaient à l'appel, mais les États sont venus. Mais maintenant, c'est à chaque État de faire l'effort. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'en remettre à un accord international. Chaque État doit faire cet effort-là. Et aujourd'hui, c'est ce qui manque. C'est vraiment ce qui manque. Et encore une fois, l'Europe a quelque chose à jouer d'historique en étant la force qui montre l'exemple. Et aujourd'hui, l'Europe ne l'a pas été. Encore un mot, parce que c'est vrai que c'est pas simple. Je l'ai dit, la Chine et l'Inde ont substitué le mot sortir du charbon par diminuer le charbon. Pour arriver à décarboner, est-ce que la Chine et l'Inde peuvent se passer du nucléaire ? La Chine et l'Inde, comme la France, comme l'Europe, peuvent se passer du nucléaire. Pour ça, il faut investir très massivement dans les énergies renouvelables et il faut accepter quelque chose qui s'appelle la sobriété. C'est-à-dire qu'il faut accepter le fait de diminuer la quantité... On parle de pays en développement. On ne parle pas de la France. La Chine, aujourd'hui... Est-ce que la Chine et l'Inde peuvent se passer du nucléaire pour réussir la transition énergétique ? La Chine, aujourd'hui, est un pays riche. La Chine, aujourd'hui, est un pays riche. Et l'Inde pourrait très bien ne pas faire les erreurs que nous avons faites. Et c'est cela le défi que nous avons à faire, c'est faire en sorte que les pays qui s'enrichissent aujourd'hui ne s'enrichissent pas de la même manière que nous l'avons fait, en dépendant moins des énergies fossiles et en faisant en sorte que le mix énergétique soit fondé sur le renouvelable. Oui. Est-ce qu'on peut se passer du nucléaire, sachant que c'est... Oui, on peut se passer du nucléaire. C'est
moins cher que le renouvelable, comme par exemple le rapport de la RTE l'a écrit. Non, c'est pas moins cher que le renouvelable, c'est moins cher. Ce qu'a dit le RTE, c'est que arrêter les centrales était cher aussi. Donc là, construire de nouvelles centrales, c'est plus cher que d'investir dans les renouvelables. Donc là, aujourd'hui, le nucléaire n'est pas une solution. Et d'ailleurs, ça n'est pas une solution qui est retenue au niveau mondial. Ça n'est pas une solution retenue au niveau mondial. Il n'y a que la France qui investit autant dans le nucléaire. Est-ce qu'on peut être activiste et prétendre gouverner, Sandrine Rousseau? Est-ce que c'est compatible? Mais non seulement c'est compatible, mais ça devrait être la force motrice de nos gouvernants que de garder le lien avec le monde actif et le monde des associations, le monde activiste. Ça m'intéresse parce que le samedi 6 novembre, c'était il y a une semaine, il y a des violences qui ont eu lieu au cours d'une manifestation contre les bassines de retenue d'eau en Charente-Maritime. Il y a 3 gendarmes qui ont été blessés, il y a des installations privées qui ont été détruites et Europe Écologie Les Verts a soutenu sans réserve. Vous soutenez cette radicalité dans l'action? Je pense que les bassines sont un problème écologique majeur de gestion de l'eau dans ce bassin-là. Des bassines de retenue d'eau. Ce sont des bassines de retenue d'eau. En prévision de la saison sèche. Exactement. C'est ce que défendent les agriculteurs. Sur le principe, est-ce que vous soutenez la radicalité dans l'action? Je pense qu'aujourd'hui, la radicalité, la désobéissance civile sont des moyens d'action. Mais quand on prétend gouverner, est-ce que c'est compatible? Quand on prétend gouverner, il nous faut avoir en tête l'ambition qui doit nous animer, la radicalité qui doit nous animer. Aujourd'hui, gouverner, c'est prendre la mesure des défis qui sont face à nous. Mais la radicalité, elle légitime la violence. Quand Europe Écologie Les Verts soutient cette action, elle légitime une forme de violence. Europe Écologie Les Verts soutient le fait que les bassines sont des atteintes à l'environnement et sont des atteintes graves à la gestion de l'eau dans le bassin là-bas. C'est ça que soutient Europe Écologie Les Verts. Est-ce qu'il fallait en passer par ces violences? Il y a eu une manifestation, les violences, et il y avait des écolos. Europe Écologie Les Verts qui ont fait ces violences-là. Mais moi, je vous dis que si on n'agit pas davantage sur les questions climatiques, la violence dans la société va se développer. Parce que chez les jeunes, notamment, il y a une attente très importante d'action et que face à l'inaction politique, à un moment donné, l'insurrection va se poser. Et c'est pour ça qu'il nous faut agir aujourd'hui de manière forte. Mais ça, c'est intéressant parce qu'il y a quand même une logique derrière. Prenons l'exemple d'un manifestant d'extrême droite qui s'en prend à un migrant. Il va dire la même chose que vous. Il va dire c'est légitime cette violence parce que l'État. J'ai pas dit que c'était légitime. Parce que l'État ne fait pas ce qu'il faut. Il va dire c'est normal qu'on en arrive à cette violence parce que l'État ne fait pas ce qu'il faut. Moi, je vous dis juste que là, il y a une éco-anxiété qui est majeure. Et on a un défi environnemental qui est majeur. Là, les bassines sont des atteintes graves à l'environnement sur place. Est-ce que ça justifie qu'on les détruise? Mais non, ça ne Yannick Jadot, il a dit, moi, j'ai détruit des champs de GM qui appartenaient à des agriculteurs privés. Eh bien, c'est normal, c'est légitime. Est-ce que c'est légitime de détruire? Il y a les bassines et il y a les atteintes aux gendarmes. Les atteintes aux gendarmes, ça n'est pas... Mais bien sûr, c'est pas la même chose. D'accord. Donc, sur les biens, on peut détruire un bien privé, c'est mais pas sans du prendre McDonald's, par exemple, de José Bové, des trains de déchets nucléaires, mais les gendarmes, c'est une atteinte aux personnes. Donc, vous faites la différence. Bien sûr, on peut détruire des biens. Ça fait partie de l'action, même quand on veut gouverner. J'appelle pas à détruire des biens. Je dis juste, quand on est dans une forme de désobéissance civile, eh bien, à un moment, il faut résister. Et les bassines sont des dangers écologiques. Donc, vous continuez vous dites, quand on veut gouverner, on peut continuer à avoir cette logique d'activiste. Je pense qu'il nous faut garder le lien avec les milieux activistes. C'est indispensable et c'est précisément ce qui fait que la politique aujourd'hui n'est pas reconnue. N'est pas reconnue par les milieux associatifs et par les citoyens et citoyennes. C'est que les partis politiques se sont trop coupés du monde activiste. Sandrine Rousseau, que faire face à la situation des réfugiés instrumentalisés par la Biélorussie? Les accueillir. Alors, imposer à la Pologne d'ouvrir sa frontière. Il y a 3000 personnes aujourd'hui. La population européenne, c'est 447 Qui les accueillir? L'Europe. Mais qui? Quel pays? L'Europe, mais tous les pays d'Europe. Mais alors, qui impose à qui d'accueillir ces réfugiés? L'Europe doit avoir une politique migratoire. Aujourd'hui, l'Europe a délégué la question migratoire aux pays frontières, notamment à la Turquie. Ces Kurdes, les personnes qui sont à la frontière biélorusse aujourd'hui sont pour l'essentiel des Kurdes qui viennent du Kurdistan de Turquie et du Kurdistan irakien. Des Syriens. Il y a beaucoup de Syriens aussi qui partent du Liban et qui arrivent aussi là. Notamment de la partie kurde de la Syrie. Et donc, pourquoi ces personnes bougent? Notamment parce que la Turquie fait une guerre larvée contre les Kurdes au nord de cette zone-là. Pourquoi sont-ils là? Parce que Loukachenko aussi
pour faire du chantage à l'Europe, a fait en sorte qu'ils arrivent sur son territoire et qu'ils stationnent à la frontière polonaise. Est-ce qu'il faut céder au chantage de Loukachenko? Mais pourquoi l'Europe ne gère-t-elle pas ça? Non, je vous pose une autre question. Est-ce qu'il faut aussi céder au chantage du numéro 1 biélorusse, Loukachenko? La Biélorussie fait un chantage humain, c'est inadmissible. C'est inadmissible. Donc, mais nous, il est inadmissible aussi qu'on le laisse faire ce chantage humain. Il est inadmissible que l'Europe... C'est l'Europe qui amène Loukachenko à faire Non, ce c'est chantage. l'Europe qui délègue la question migratoire aux pays frontières, qui fait que c'est à eux de gérer ça. Mais c'est pas la... Et c'est à la Turquie de gérer aujourd'hui une partie de la question migratoire en Europe. Il faut ouvrir les frontières extérieures de l'Europe. Il faut gérer cette question migratoire. Mais là, en l'occurrence, oui, pour les Biélorusses, pour les personnes qui sont à la frontière biélorusse, il y a 3000 personnes qui sont en train de mourir de froid. Il faut les accueillir. Il faut les accueillir. Ce sont nos valeurs européennes. Encore une fois, comment ça se passe? Mais qui? 3000 Alors, la personnes, France, la Pologne, la Hongrie, l'Allemagne, qui? On a 27 pays en Europe. Ça veut dire qu'on fait 1000, même pas 100 personnes par pays. 3000 personnes Donc, dans un pays à 27, dans une Europe à 27, c'est 100 personnes par pays. L'Europe se déshonore, elle devrait ouvrir les frontières, céder à Loukachenko. On se déshonorerait elle se déshonore en ne les accueillant pas. Ah oui, elle se déshonore en ne les accueillant pas. Oui. Donc vous dites, la Pologne, on doit imposer à la Pologne d'ouvrir ses frontières, mais les Polonais n'en veulent pas. Oui, parce que ça ne doit pas être à la Pologne d'accueillir les 3000 personnes et qu'on doit répartir les choses sur l'Union européenne, mais que l'Union européenne doit ouvrir ses frontières à ces personnes. Et que c'est la meilleure manière finalement de ne pas de prendre la Biélorussie à son jeu. C'est la meilleure manière de ne pas leur donner la possibilité d'agir sur l'Europe, en fait, et de déstabiliser la frontière européenne. Jusqu'à quel point il faut ouvrir les frontières extérieures de l'Europe? Là, l'Europe s'est transformée en une forteresse. Et dans le débat politique, on est en train de s'enfermer dans l'idée qu'il n'y a plus aucune immigration qui ne soit acceptable. Mais ces personnes-là quittent leur pays, quittent leur famille, quittent leurs proches. Là, il y a des nourrissons qui sont à la frontière biélorusse. À quel moment on s'honore à laisser des nourrissons dans le froid? À quel moment c'est des valeurs de l'Europe que de laisser ces personnes-là à la frontière biélorusse en disant c'est un conflit géopolitique, vous n'avez rien à voir là-dedans? C'est grave, en fait. Pour préciser, vous dites aujourd'hui, ceux qui sont de l'autre côté des barbelés, les femmes, les enfants, les hommes, on les fait entrer. Et qu'est-ce qu'on fait? On remet les barbelés après? Mais il n'y a pas de barbelés. On fait une véritable politique d'accueil. Et par ailleurs, on soutient les Kurdes. On soutient les Kurdes là-bas. Parce que là, les Kurdes sont face à la Turquie qui fait une guerre larvée qui leur coupe l'eau. 80% des ressources en eau des Kurdes ont été coupées par la Turquie. Aucun pays d'Europe ne s'est élevé contre ça. Il y a une famine qui est en train de se mettre en place dans le Kurdistan. Aucun pays d'Europe ne s'est élevé contre Erdogan là-dessus. Donc évidemment, les gens bougent parce que c'est une question de survie pour eux. L'idée d'un mur a été proposé par les candidats LR Michel Barnier et Xavier Bertrand. Un mur entre la Biélorussie et la Pologne, à l'extérieur des frontières de l'Europe. Mais on se déshonore. On se déshonore à faire des murs. On se déshonore à mettre des barbelés. On se déshonore et on reprend les pires moments de l'histoire. Les moments où on a construit les murs... Les pires moments, c'est-à-dire ? Les moments où on a construit les murs sont toujours les moments où les pays se sont déshonorés. C'est le cas de Trump avec le Mexique, c'est le cas du mur de Berlin, c'est le cas de tous ces murs qui, en fait, n'ont jamais résolu aucune des questions, qui n'ont été que des espèces d'affichages politiques et qui disent à quel point nous sommes inconsistants dans notre réflexion sur les raisons pour lesquelles ces personnes bougent. Une question précise qui n'a rien à voir, Sandrine Rousseau. Est-ce que vous soutenez Fatima Oussak, qui soutenait elle-même, qui soutenait votre campagne? Est-ce que vous la soutenez vous-même dans le conflit qui l'oppose au Parti socialiste à Bagnolet? Je vais expliquer pourquoi après. Je ne connais pas la nature du conflit qui l'oppose d'une association. Au PS, mais... Alors, d'après le journal Marianne... c'est quelqu'un qui fait un gros travail d'écologie populaire dans des quartiers difficiles et qui a ouvert un lieu d'écologie populaire qui s'appelle Vert Dragon et qui est un lieu de réflexion et de débat dans un quartier où il est peu courant que les écologistes s'implantent. Donc oui. Alors, Fatima Oussak, fondatrice d'une association, d'après Marianne, qui s'appelle Front de mer. Dans le texte fondateur de cette association, il est écrit... Ceci, parents noirs, arabes et musulmans, parents habitant les quartiers populaires, êtes-vous sereins quand vous confiez vos enfants à l'école le matin? Êtes-vous rassurés à l'idée qu'ils y passent l'essentiel de leur vie? Le texte évoque des enfants traumatisés par des conflits d'autorité, à qui l'école impose de manger de la viande
ou contraints à ne plus respecter les valeurs que nous essayons de leur transmettre. Selon Front de Mer, les parents sont humiliés par l'école républicaine et les enfants apprennent à l'école à avoir honte de leur maman. Est-ce que vous soutenez ce texte ? Je n'ai pas à soutenir ce texte-là. Par ailleurs, l'école publique est un lieu de mixité sociale. L'école publique est un lieu que nous devons soutenir. L'école publique est un lieu que nous devons soutenir, qui a été donc pour récuser les accusations qui sont portées contre l'école républicaine. L'école n'est pas un lieu sans discrimination. L'école n'est pas un lieu sans souffrance. On l'a vu avec une adolescente qui s'est suicidée après un harcèlement raciste et lesbophobe. On l'a vu avec une élève trans qui s'est suicidée à Lille parce que on lui refusait la possibilité de s'habiller comme on voulait. Donc je crois que la question du harcèlement, des violences et de la discrimination au sein de l'école doit être un débat. Pour autant, je soutiens l'école. L'école ne joue pas son rôle. Pas complètement. Sur les violences, pas complètement. Sur les violences. Et là, encore une fois, je vous pose une question précise. Est-ce que vous soutenez le texte de l'association de Fatima Ouassak, qui est un soutien dont vous dites qu'elle fait un gros travail? Son association est contestée par le Parti socialiste à Bagnolet. Est-ce que vous apportez son soutien quand même à cette... J'apporte mon soutien à Fatima Ouassak et je ne sais pas, je n'avais pas vu ce texte, je ne connais pas cette association, enfin je connais son association mais je ne connaissais pas les textes fondateurs de l'association. Par ailleurs, il y a des questions de discrimination à l'école et se cacher de ça, c'est ne pas regarder la réalité des différences d'égalité des chances des personnes, d'égalité de réussite, d'égalité d'insertion. C'est fermer les yeux sur le harcèlement dont on sait qu'il peut être mortel, et c'est ne pas respecter les individus dans leur singularité au sein de l'école. Et oui, l'école publique a quelque chose à travailler de ce point de vue-là. Ça n'est pas les enseignants qui eux-mêmes souffrent dans cette école, qui manquent de moyens et qui... Mais c'est la structure. Moi, je vais vous expliquer une chose. Non, on n'a pas le temps d'entrer dans le détail, mais... À la sortie du premier confinement, on m'avait demandé des mesures, et notamment le ministère de l'égalité femmes-hommes, pour transmettre à Jean-Michel Blanquer des mesures pour lutter contre les violences à l'école. J'avais proposé qu'il y ait des cellules d'écoute dans chaque école, dans chaque collège, dans chaque lycée. Cette proposition n'a pas été retenue. Pourtant, on a appris que pendant le Covid et pendant le confinement, il y a eu une explosion des violences intrafamiliales, notamment sur les enfants. À Jean-Michel Blanquer, vous ne faites pas ce qu'il faut pour lutter contre ce type de discrimination. Encore un mot, parce que c'est important, c'est un sujet qui vous tient à cœur. Vous avez fait le buzz en défendant la campagne du Conseil de l'Europe sur le hijab, campagne annulée, et vous avez dit, mais c'est un embellissement, le voile. Non, j'ai dit c'est un embellissement. J'ai dit ça le voile peut être un embellissement. Est-ce que... Alors, le voile peut être un embellissement. Est-ce que le voile peut être aussi un instrument de soumission? Bien sûr. D'accord. Bien sûr. Donc, pour vous, le voile peut être un instrument de soumission de la femme par l'homme en France? Mais bien sûr, comme dans n'importe quelle religion monothéiste, il y a une dimension de contrôle du corps des femmes. Dans les 3 grandes religions monothéistes, est-ce qu'on s'est interrogé sur la manière dont les femmes étaient traitées dans les autres religions? Oui, les religions sont des instruments oui, mais le voile, importants. Est-ce que le voile lui-même est un instrument de soumission? Mais comme les perruques pour les juifs orthodoxes, c'est la même... Oui, c'est un instrument de soumission. Mais vous voyez tous les voiles. Quand vous étiez petite, il y avait quand même moins de voiles dans la rue qu'aujourd'hui. Le voile, il progresse. Moi, j'étais dans une école multiculturelle où les mamans Est-ce qu'il y a plus de voiles aujourd'hui qu'il y en avait quand vous étiez petite? En tout cas, moi qui suis universitaire, moi qui suis universitaire, qui exerce depuis 2002 dans les amphis, je ne vois pas plus de voiles aujourd'hui. Vous ne voyez pas de plus de voiles à l'université aujourd'hui qu'hier? En 2002, vous n'étiez pas à l'université. Dans mes amphis de première année, non. Pardon? Vous n'étiez pas embarquée à l'université quand vous étiez petite, par définition. Non, mais en 2002, je suis rentrée à l'université, j'ai donné mon premier cours en 2002. Entre 2002 et 2021, donc ça fait quand même 20 ans, je n'ai pas vu de progression du voile dans les amphithéâtres. En Afghanistan, en Iran, en Arabie Saoudite, quand on est journaliste, vous savez, on y va et on voit, on entend des jeunes filles. Vous savez ce qu'elles disent quand elles entendent des responsables comme vous défendre le voile en France? Elles disent quoi? Elles sont effarées. Et moi, je défends, Comment est-ce qu'on peut défendre le voile? C'est ce qu'elles se demandent. Je défends la liberté des femmes de porter ce qu'elles veulent,
au Qatar comme en France. Et je constate que quand il s'agit, je constate que dans la diplomatie française, en Afghanistan comme en France, la liberté des femmes de porter ce qu'elles veulent est fondamentale. Par ailleurs, quand on fait une Coupe du Monde au Qatar, la question du voile devient secondaire. Quand on est dans une diplomatie avec l'Arabie Saoudite, la question du voile devient secondaire. Si vraiment la question du voile est une discrimination majeure des femmes, alors il nous faut l'avoir en permanence dans nos discussions à l'international comme en France.